Merci Sébastien Chenu d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vice-président du Rassemblement National et député du Nord. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV. Et sur BFM TV, je voudrais qu'on poursuive dans un instant par ces mots. Vous les avez entendus, je l'ai évoqué à l'instant. Donald Trump qui s'est carrément emparé d'une sorte de projet fou pour Gaza, en faire la côte d'Azur du Proche-Orient. Je voudrais tout simplement qu'on écoute ces mots. Je ne veux pas faire le malin, mais la côte d'Azur du Moyen-Orient, ce pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. Avec un projet dithyrambique complètement délirant. On y revient évidemment dans un instant. Il y aura Patrick Sauce, avec qui j'ai eu tant de plaisir d'aller justement aux États-Unis, où on avait observé ensemble l'arrivée de Donald Trump et la passion quand même des Américains aussi pour Donald Trump. On y reviendra dans un instant. Quelles conséquences évidemment pour Gaza. On voyait presque le Premier ministre israélien lui-même mal à l'aise qu'il aille si loin. On le commente avec vous tous et on en débat dans un instant. À tout de suite. Et on est ensemble jusqu'à 10h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va revenir bien sûr sur ces propos de Donald Trump. Je voudrais qu'on les écoute dans un instant. On va revenir aussi sur les chiffres de l'immigration qui sont tombés hier. Le RN dit qu'en fait c'est une catastrophe. Du côté du gouvernement, ils disent au contraire on est hyper ferme. Qui croire? Le juge de paix sera avec nous puisque c'est Didier Lesky qui est le président de l'OFII, l'Office national de l'intégration et de l'immigration. Il a les chiffres pour le coup très clairs et sur plusieurs années. Donc on pourra avoir toutes les tendances. Mais d'abord, effectivement, Donald Trump, écoutons-le ensemble avant d'y revenir avec vous tous. Voilà les propos de Donald Trump tenus hier soir. Tous ceux à qui j'en ai parlé, ce n'est pas une décision prise à la légère. Tous ceux à qui j'en ai parlé, donc, aiment l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la côte d'Azur du Moyen-Orient, ce pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. Laurent Neumann est avec nous, Emmanuel Le Chypre bien sûr, Stéphane Bureau, consultant justement États-Unis, et notre confrère du matin, Anne-Charlène Bézina. Bonjour, vous êtes constitutionnaliste, politologue. Il faut peut-être le prendre au sérieux, c'est aussi une des questions que je vous poserai dans un instant. Et Patrick Sauce, bien sûr, Patrick Sauce, qui est éditorialiste politique international à BFM TV. Il faut le prendre au sérieux? Tout à fait. C'est difficile d'avoir le curseur depuis le début. On l'a compris pendant 4 ans lors de son premier mandat. Le curseur sur le demi-sourire, l'ironie ou alors l'immense panique avec tout ce que dit Donald Trump. Oui, il faut le prendre au sérieux. Et son message est d'ailleurs appuyé ce matin par un tweet de Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, qui dit « Make Gaza beautiful again ». Non. On est quand même. Il l'a écrit ce matin, cette nuit. Make Gaza beautiful again. Donc oui, il y croit. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois ce son avec ce jargon journalistique. Mais là, à l'instant, j'écoutais Donald Trump, mais je regardais Benyamin Netanyahou, qui regardait le visage de Benyamin Netanyahou aux côtés de Donald Trump pendant cette conférence de presse. Qui regardait son cabinet ministériel qui était là. Oui, on est bien entendre ce qu'on entend en ce moment. Benyamin Netanyahou qui est en vol désormais vers Jérusalem, qui se retrouve. Oui, on a beaucoup parlé de ces ministres d'extrême droite qui eux sont ravis ce matin au réveil. Mais il y a le reste de sa coalition qui est là. Mais attendez, où on va? C'est pas là-dessus. On a quand même des otages à libérer encore. Il y a un Français notamment. Le Hamas qui a annoncé hier qu'il était prêt justement à ouvrir c'était juste avant, que Donald Trump ne prononce ces mots, à ouvrir la deuxième phase de négociation avec Israël, c'est-à-dire la libération totale des otages et la fin définitive de la guerre. Et la solution à 2 États qui est donc enterrée, on peut le dire, par Donald Trump. Donc il met à plat tout ça, et notamment cette phase, puisque on parle encore une fois d'une liste de 33 otages qui est en train de descendre. Oui, mais il y en a 98 en tout. Et donc la deuxième phase est déjà mise totalement à l'écart par Donald Trump, alors même que vous avez parlé du Hamas, mais Benyamin Netanyahou avait dit oui, j'autorise une équipe israélienne à aller à Doha pour des pourparlers pour la deuxième phase. C'est terminé. Stéphane Bureau, comment vous voyez cette sortie hier de Donald Trump? D'abord sans surprise, parce qu'il l'avait un peu télégraphié. Il avait déjà, à la blague, pensait-on, parlé de ce qu'on pouvait faire de Gaza quelque chose de magnifique. On voyait déjà le promoteur immobilier à la manœuvre en train de dessiner un nouveau paysage. C'est vrai que ça compromet beaucoup cette idée d'une solution à 2 États. Il faut voir que dans les 30-40 dernières années, cette solution à 2 États n'a pas non plus été terriblement opérante. Mais est-ce qu'on va se retrouver tous les jours
Oui. Parce que c'est vrai que c'est quand même dingue cette histoire. Est-ce qu'on va se retrouver tous les jours à commenter les nouveaux esclandres, les nouveaux coups de menton, coups de force ou peut-être réalité politique de Donald Trump? Alors je me permets une observation parce qu'il est facile d'être ironique, de regarder ça nous-mêmes avec le petit sourire. Là, je ne le dis pas du tout avec ironie, je le dis avec beaucoup de sérieux au contraire. Mais rappelons-nous qu'au département d'État, avant que les accords d'Abraham soient mis en place par M. Trump et son équipe, son beau-fils tout particulièrement, Jared Kushner, l'idée était perçue comme un peu ridicule parce que ça avait déjà été, c'était dans les cartons. Rappelez-nous ce que c'est que les accords. Alors les accords d'Abraham ont permis de normaliser les relations entre Israël et certains de ses voisins. Le prochain en liste était apparemment l'Arabie Saoudite, qui ce matin d'ailleurs met en garde les États-Unis et Israël en disant non. Ça c'était pas dans le deal quoi. C'était pas dans le deal du tout. Ceci étant dit, il y a un appétit féroce de Mohamed Ben Salman de normaliser ses relations avec Israël. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Et à l'époque où cette idée circulait... sans doute, d'ailleurs on peut faire une petite parenthèse là-dessus, c'est sans doute aussi l'un des points qui a accéléré aux yeux du Hamas la nécessité de faire ce massacre du 7 octobre pour justement tuer dans l'œuf ces réconciliations entre Israël et ses voisins. Et pourtant, on discute toujours, et je crois que c'est à l'esprit de M. Trump très important. Ce l'est aussi pour le leadership en Arabie Saoudite. Mais donc, je reviens à ce concept ou cette idée. Les accords d'Abraham étaient perçus comme farfelus. Ça ne pouvait pas tenir la route. Or, ça a beaucoup changé la donne au Proche-Orient. Aujourd'hui, cette idée de faire de Gaza un super club med, évidemment, ça peut avoir l'air farfelu. Je ne pense pas qu'on puisse imaginez que ça se réalise, mais il fait toujours bouger le curseur, comme le disait Patrick. Pour aller où, j'en sais rien. Mais néanmoins, je ne veux pas sous-estimer son ambition. Et il fallait voir le regard gourmand quand même de M. Netanyahou, dépasser peut-être un peu sur sa droite. Je voudrais qu'on re-regarde quand même ces images, parce que quand on parle de Gaza et qu'on entend effectivement les mots du président américain, la côte d'Azur, voilà à quoi ça ressemble. Voilà les dernières images de Gaza, où les habitants retrouvent le nord de Gaza dans cet état-là. D'ailleurs, Donald Trump précise, il dit on va tout raser, toutes les ruines, et on va reconstruire. Juste dans les faits, statistiquement, il y a déjà des études qui ont été faites sur combien ça allait coûter, combien ça allait prendre de temps. Rien que de déblayer déjà les gravats, les estimations qui ont été faites, c'est au moins une dizaine d'années. Déjà. Il donne pas de timing. D'ailleurs. On peut dire à la fois qu'il faut le prendre au sérieux. Je suis assez d'accord. Il ne faut pas se contenter de dire que c'est farfelu, mais avant tout ça, on peut quand même dire que ces propos sont honteux. C'est honteux. Il y a des otages qui sont encore là-bas. Il y a eu plus de 45 000 morts. Ça veut dire qu'il va falloir déplacer 2 millions de personnes. C'est pas le problème. Et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on voit ces images. C'est pas le problème. C'est aussi pour ça que je voulais qu'on voit ces images. C'est 2 millions de personnes qu'on envoie où d'ailleurs? En Égypte, en Cisjordanie. C'est ce qu'il dit. Attendez, mais et donc avant de dire il faut le prendre au sérieux ou c'est farfelu, il faut d'abord commencer par dire, me semble-t-il, que c'est honteux. Et en plus, c'est totalement illégal. Et là, je m'adresse quand même à la constitutionnaliste, Anne-Charlène Bézinard. C'est vrai, ça paraît secondaire, mais moi, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est cette idée quand même de prendre la propriété, le ownership d'un territoire. Alors, qui en plus, ça peut se traduire par contrôle ou par propriété. Oui, il y a quand même cette question de l'annexion, plus ou moins masquée. Puis alors, vraiment, là, on est dans quelque chose de grandiloquent en ce qui concerne le Groenland, le Panama. Enfin, on a une liste. Bon, je crois quand même qu'il faut se dire aussi que c'est la frontière de ces discours de populisme. Il faut les ramener quand même à la réalité. Et là, aujourd'hui, quand moi j'entends que Gaza pourrait devenir la nouvelle Côte d'Azur, je pense évidemment déjà au fait qu'on ruine un processus de négociation, qu'on ruine une histoire quand même qui est celle de ce conflit israélo-palestinien, et qu'on ruine en plus les principes les plus élémentaires du droit international, avec l'idée des États-Unis qui peuvent finalement choisir de mettre des options sur les territoires qui les intéressent. Ça devient dangereux quand même de considérer que ce discours peut être mainstream, voire même débloquer des solutions. Vous parliez à l'instant, Patrick Sauce, du tweet de Marco Rubio, qui est le ministre des Affaires étrangères américain. On l'a retrouvé, je voudrais que vous puissiez le voir de vos yeux, parce qu'effectivement, ce Make Gaza Beautiful Again, il a donc été écrit noir sur blanc. C'est un slogan de t-shirt par le ministre des Affaires étrangères américain. Ce qui vous donne une idée aussi de l'incompréhension. Mais bon, pour être tout à fait honnête, vous montriez les images du nord de Gaza. Souvenez-vous de Joe Biden qui disait « Ça y est, les Gazaouis vont pouvoir rentrer chez eux. » Chez eux. Enfin, vous avez vu aussi cette incompréhension totale, le fait de, à 8000 km de là, pouvoir bouger des petites cases et se dire, ça y est, il suffit d'un trait de plume pour changer une situation qui est
millénaire, en fait, dans cette zone-là. Et je propose tout de même d'entendre et de réentendre la phrase de Steve Bannon. Steve Bannon, qui est donc l'ancien conseiller de Donald Trump, je vous apprendrai rien, Stéphane, flood the air with shit. En fait, la stratégie de Donald Trump, c'était de comment on peut dire, de bombarder l'atmosphère avec de la merde. Oui. Voilà, pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir, d'approfondir, de... Mais c'est un mot qui est en vogue beaucoup en France en ce moment, celui de submersion, mais c'est un peu la stratégie subversive et submersive de M. Trump qui est tous azimuts. Parce qu'il n'est pas que sur le front de Gaza, qui, à tout prendre sur son horizon à lui, est quelque chose d'assez, non pas anecdotique. Stéphane, il faut bien reconnaître que comme il arrive, oui. il a une pile de dossiers sur le bureau et il les écluse tous. Oui, mais on a même l'impression que c'est comme les images où on plus jette. Spectaculaire et folle les unes que les autres. Et c'est l'aide américaine au monde entier qui est aujourd'hui compromise. Absolument. On parle de 50 milliards de dollars et il a mis sur pause tout ça. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire que les employés de cette agence, et c'est un peu lié à Gaza aussi, tous les employés ne peuvent plus rentrer au boulot. Le site Internet de la USAID, de l'agence qui fait de la coopération internationale, il n'est plus opérant. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus, Anne-Charlotte? Justement, moi je me demande jusqu'à quel point, alors on parle de l'Union européenne qui va se refédérer, etc. En fait, je crois qu'il faut arrêter d'être aussi un petit peu la chambre d'enregistrement ou l'écho de toutes les déclarations de Donald Trump, parce que déjà, on n'aura pas terminé, puis je pense qu'on n'aura pas le temps. Sauf qu'il y en a quand même beaucoup qui plient. Et là, je voudrais juste vous montrer un truc. Alors, je ne sais pas si la caméra peut se rapprocher pour que je montre mon téléphone. Mais quand je tape depuis ce matin dans mon téléphone sur Google Maps, quand je tape Golfe d'Amérique, j'arrive sur le golfe du Mexique. C'est-à-dire que vous pouvez le voir, j'ai tapé dans la barre de Google Golfe d'Amérique, et le golfe d'Amérique, ils me le mettent effectivement à la place Décision du golfe prise moins de 48 heures après. C'est-à-dire que Google, et vous pouvez faire l'expérience chez vous, Google a plié, c'est-à-dire que c'est quand même délirant. Google a accepté, alors le nom n'est pas encore changé, mais le lieu... C'est-à-dire que quand vous demandez le golfe d'Amérique, il est bel et bien situé, il existe sur la carte, enfin si tant est que ce qui existe sur Google existe, c'est-à-dire que ça devient une autre forme, mais c'est une chose extraordinaire, c'est absolument inouï, c'est-à-dire qu'on se dit presque que si demain il demande à Google qu'à la place de Groenland, ou qu'à la place de Groenland, il y ait marqué États-Unis d'Amérique, honnêtement Google est presque prêt de le faire. Mais ils l'ont fait, je vous dis. Il a annoncé ça lors de l'un de ses tout premiers discours. Il a annoncé dans un premier décret. Et moins de 48 heures après, joli communiqué de Google, ils n'ont aucun problème. Et donc, s'il a d'autres envies sur le Groenland, s'il a envie, pour faire plaisir à toute son aile droite, il a l'air bien parti sur le sujet, pour enlever Cisjordanie, pour mettre Judée-Samarie, par exemple, et totalement enlever les petites limites administratives, zone 1, 2, 3, pour ce qui nous concerne en ce moment le Proche-Orient, il peut le faire sur les limites, on va y venir, Pauline, sur les limites de l'Ukraine. Alors justement, tiens, évidemment, parlons de l'Ukraine, parce que c'est l'autre. Non, mais c'est vrai, c'est l'autre grande information de la nuit. C'est donc Volodymyr Zelensky qui se dit prêt, pour la première fois, à parler directement avec Vladimir Poutine. Si c'est la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens de l'Ukraine et ne pas subir de nouvelles pertes, alors oui, absolument, nous accepterons cette configuration d'une réunion avec 4 participants, qu'ils ne soient donc pas seuls, mais qu'ils puissent parler directement avec Vladimir Poutine. Et voilà la réaction des Ukrainiens au micro d'Élise Philippe, qui est envoyée spéciale de BFM TV en Ukraine.